Klen est le roi démon le plus puissant qui méprise toute l'humanité. Mais, comme le veut le destin, alors qu'il mène une conquête pour exterminer la race humaine, un simple bébé parvient à attendrir son cœur et il finit par adopter l'enfant comme s'il était le sien. Désormais, il doit cacher ses véritables pouvoirs et faire semblant d'être un perdant ordinaire pour pouvoir vivre dans le monde des humains. Au début de la série, on suit sa fille qui l'accompagne à la ferme. Une fois le travail terminé, il l'appelle pour rentrer à la maison. Elle regarde autour d'elle, observe la maison, puis fixe la carte d'Edzi et remarque qu'au-delà de la carte, il y a des zones sombres, très sombres, juste leur continent, et des ténèbres tout autour. Elle se demande pourquoi. Curieuse comme elle l'est, elle lève les yeux vers son père et lui demande « Qu'y a-t-il au-delà de notre ville ?» Une question à laquelle son père lui-même ne peut répondre. Il sait qu'elle est curieuse et il veut sincèrement lui donner une réponse. Mais il ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas non plus. Il lui révèle que chaque humain, tout comme elle, est né avec cette curiosité. Ils ont toujours voulu en savoir plus. Cependant, chaque tentative d'entrer dans cette zone sombre s'est soldée par la destruction. Il lui explique que dans ces endroits obscurs, il y a 4 démons. 6 démons gardent l'ouest, l'est, le nord et le sud d'Edzi. Et toutes les équipes envoyées pour tenter de découvrir ce qui se trouve au-delà ont été anéanties, massacrées. Elle est choquée. Cela signifie-t-il que c'est vraiment dangereux ? Elle se pose la question. Mais cela ne change rien pour elle. Son père lui dit que tant que ces démons ne sont pas tués, il est impossible de découvrir ce qui se cache là-bas. Chaque problème a une solution. Quelle est donc la solution à celui-ci ? Il lui explique alors qu'il existe des trésors que seuls les héros peuvent utiliser pour se battre. Seuls les héros qui possèdent ces trésors des épées peuvent affronter ces démons. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé le héros, ils ne peuvent pas gagner. Cela la rend encore plus enthousiaste. Elle veut devenir une héroïne. Elle veut se battre. Il s'agit de l'épée de Haydn, et si elle la trouve, elle pourra se battre. Et lorsqu'ils gagneront, ils pourront voir ce qu'il y a au-delà de la carte et découvrir ce que cachent ces ténèbres. Plusieurs années passent. Notre Alicia n'est plus une enfant. Elle fait désormais partie des héros qui ont été choisis. Elle ferme les yeux et les rouvre dans le camion qui les conduit aux confins de la ville. Elle tient la chaîne autour de son cou et dit à son père que le moment est venu. Le moment est venu de se battre pour sa ville. Elle ne part pas seule. Plusieurs autres héros font partie de ce voyage. Pendant le trajet, ils entament une conversation et commencent à se présenter les uns aux autres. Il y a parmi eux quelques figures notables. Minal, dont le trésor est Ogonkyo, affirme qu'il ne sait même pas d'où il vient. Il se tourne vers Alicia et lui demande de se présenter. Ils sont choqués qu'il y ait une femme parmi eux, et elle ne prend même pas la peine de se présenter. Il s'approche des confins du territoire, et un autre membre, Stéphane, dont le trésor est Tenma, les avertit qu'ils sont proches. Ils chuchotent entre eux qu'il est le plus fort du groupe. Soudain, le transport s'arrête, et le conducteur leur annonce que la calèche ne peut plus avancer. Tous se préparent à descendre, mais ils n'ont même pas encore touché terre que les démons commencent déjà à les attaquer. En effet, quelques-uns d'entre eux sont tués directement depuis la calèche, et Stéphane crie à tous de sortir et de se battre. Ils sortent en masse et ils divisent leur escouade en groupes. Les archers et les lanciers entrent en action et il dit aux autres qu'il se mettra en duo avec Alicia pour affronter les survivants. Et oui, Alicia possède le trésor d'Iwatubame. Elle rejoint Stéphane et ensemble, ils combattent. Elle est forte, charismatique, mais ce qui est encore plus remarquable chez elle, c'est sa grande conscience de son environnement. Sur la montagne qui se dresse devant eux se trouve l'un des seigneurs démons. Il parle du monde du chaos. Il admet que le monde est né du chaos. Mais si cela est vrai, alors lui aussi est né du chaos. Et il se pourrait qu'il ait raison. Alors que la guerre continue, tous les héros sautent à travers montagnes et collines jusqu'à atteindre le sommet de la montagne. Stéphane, quant à lui, est excité. Il a été déclaré le plus intelligent et il est normal qu'il agisse à la hauteur de ce titre. Il leur dit que ce jour est le jour où ils seront déclarés comme des êtres puissants et qu'ils doivent montrer à ceux qui les ont choisis qu'ils en sont dignes. Lorsqu'ils atteignent le mont de la Lune, le seigneur démon apparaît. Il est impressionnant. Si c'est bien le mot, sa peau blanche et duveteuse, son regard, c'est terrifiant. Il s'agit de Clévatès de la lueur lunaire du Sud. Stéphane est repoussé. Il admet que ce qui se trouve devant lui est effrayant.
Cependant, ils ont été envoyés pour cela. Ils sont soutenus. Ce sont des héros. Et ensemble, ils accompliront la légende. Alors qu'il se donne du courage pour combattre, Clévatès l'attaque à distance. Clévatès le projette contre la paroi rocheuse et le tue. Tout le monde est choqué, car Clévatès ne s'est même pas approché. Un autre héros prend l'initiative de diriger et encourage les autres à se battre. Mais Alicia, elle, prend le temps d'analyser l'environnement. Alors que les héros s'approchent de Clévatès, il les tue tous sans même bouger de l'endroit où il se tient. Alicia finit par comprendre ce qui se passe. Elle hurle aux autres que Clévatès les attaque à travers ses ombres. S'ils veulent survivre, ils doivent fuir ces ombres. Ils se demandent comment faire, mais Alicia commence à sauter. Elle bondit de rocher en rocher à travers la montagne et s'élance. Effectivement, l'ombre se rapproche d'elle, et elle devient la première héroïne à voir l'attaque avant qu'elle ne la frappe, et à la combattre. Les yeux de Clévatès brillent de stupeur. Peut-être que cela sera plus difficile que les aventuriers qu'il avait affrontés auparavant. Il s'en fiche, mais cela éveille sa curiosité. Voilà donc l'humanité, la race humaine. Il n'a pas eu de contact avec les humains depuis environ 1000 ans, mais d'après ceux qu'il savait d'eux autrefois, ils étaient censés être faibles, aussi fragiles que des insectes. Mais ce qu'il voit aujourd'hui, c'est autre chose. Ils ont de la force. Ils ont une mission. Ils sont déterminés. Il ne sait pas ce qui les rend aussi forts et aussi résolus, mais pour le découvrir, il doit chercher à comprendre. Tous les héros se battent contre lui, et il les tue tous. Malheureusement, la dernière personne qu'il tue, c'est Alicia. Elle s'élève dans le ciel et ferme les yeux face à la mort. Elle s'excuse auprès de son père et lui dit qu'elle n'a pas réussi à réaliser son rêve. Eh bien, tous les rêves ne deviennent pas réalité, et malheureusement, le sien fait partie de ceux qui ne se réalisent pas. À Capital Hydalar, la ville principale du royaume de Hyden, les habitants poursuivent leur vie comme d'habitude, sans savoir qu'un danger approche. Malheureusement, Clévatès arrive. Il surgit de la montagne qui se trouve devant la ville et tout le monde est pris de panique. Mais Clévatès, lui, est simplement intrigué. Il ne s'intéresse pas à eux. Ce qu'il veut, c'est comprendre ce qu'ils préparent. Il se souvient que ceux qui ont attaqué son territoire se disaient héros, envoyés par le roi de Hyden. Son plan est donc de traverser tout ce qui se trouve entre lui et le roi, et de découvrir ce qui motive vraiment ces humains. Les villageois ont peur. Ils se mettent tous à fuir pendant que les chevaliers se mettent en ordre de bataille. Ils font appel à leurs archers et l'attaquent. Mais Clévatès ne leur répond pas. À la place, ils s'envolent de toit en toit, traversant la ville pour se rendre au palais et voir ceux qui les poussent à se battre. Les chevaliers renforcent la sécurité à la porte du palais et envoient plusieurs salves de flèches contre lui. Mais aucune ne l'atteint. Il regarde toutes leurs attaques et se détend. Ils ne sont pas aussi puissants qu'il l'imaginait. Ils restent faibles et leurs attaques ne peuvent rien contre lui. Il lance une de ses mains contre le mur et, un peu à la manière du mur de Jéricho, le mur s'effondre. Les chevaliers comprennent alors que la situation leur échappe totalement et l'un d'eux court prévenir le roi qu'un démon les a attaqués. Le roi, lui, ne semble pas surpris. Qu'un démon les attaque ne signifie qu'une seule chose, les héros ont échoué. Il se lève de son trône et marche calmement. Il n'a qu'une seule chose à protéger, la lame de Hyden, Mana Hydalar. Un autre chevalier entre pour l'informer qu'un démon est dans la ville et qu'il est inarrêtable, et que le roi doit se cacher. Mais en vérité, si le démon est inarrêtable, alors il n'y a aucune raison de fuir, car peu importe la distance, le démon le retrouvera toujours. Les chevaliers continuent de faire leur devoir, lançant des flèches et du feu contre Clévatès. Ce dernier sait bien qu'aucune de leurs attaques ne peut l'atteindre, mais malgré tout, leur ténacité est impressionnante. Il se remémore l'épée qu'Alicia avait utilisée contre lui et comment elle l'avait légèrement affecté. Cela signifie que, si les humains sont laissés tranquilles, ils peuvent devenir plus forts et le blesser. Lui n'a jamais envahi le territoire humain, mais eux désirent son territoire. C'est une raison suffisante pour qu'ils les attaquent. Le roi s'approche de la porte qui mène à la salle de la lame pour la protéger, mais au moment où il l'ouvre, Clévatès apparaît. En observant les ornements et tout ce qui entoure l'homme, Clévatès n'a besoin d'aucune autre preuve pour savoir qu'il s'agit du roi. Il affirme qu'il est bien le roi et s'exprime dans la langue humaine, ce qui choque profondément le souverain. Ce dernier dit qu'un démon n'est pas censé parler la langue humaine et demande comment Clévatès peut la comprendre. Le roi reconnaît alors qui est Clévatès, mais celui-ci lui déclare qu'il est le seul à pouvoir sauver l'humanité. Il a juste quelques questions à poser
et les réponses que le roi donnera à ces questions détermineront si toute l'humanité sera détruite ou épargnée. Par « toute l'humanité », il ne parle pas seulement du peuple de Haiden, mais aussi de celui de Dawn, Org-Surada et Bent. Sa question est plutôt simple. Qui sont-ils? Quel est leur caractère? Quelle est leur force motrice? Et surtout, pourquoi le roi ne voit aucune raison de rendre des comptes à un démon? Il déclare qu'il ne répondra pas à ces questions et Clévatès ne les pose pas une seconde fois avant de lui trancher la tête. Clévatès s'éloigne alors, partant du principe que les humains sont une menace pour lui et qu'il doit donc les anéantir. Il affirme que, pour détruire l'humanité tout entière, il a besoin d'une équipe avec laquelle travailler. Il doit prendre son temps pour en constituer une. Alors qu'il s'éloigne, un bébé accompagné d'une mère mourante se met à pleurer bruyamment. La mère le serre contre elle avec ses dernières forces, et Clévatès entend ses pleurs et s'approche. En voyant qu'il s'agit d'un bébé humain, il ne s'en soucie guère. Cependant, la mère lui parle. Elle le supplie de sauver l'enfant. Cela le choque. Ne voit-elle pas à qui elle s'adresse? Elle implore la véritable source de leur malheur. Il lui rappelle qu'il est venu pour anéantir l'humanité, et que si elle veut trouver un responsable pour la mort de l'enfant, elle n'a qu'à le blâmer d'être né humain. La femme mourante prend la parole pour se défendre. Elle insiste sur le fait qu'un enfant n'a pas la possibilité de choisir ce qu'il souhaite être à la naissance. Cela lui est égal. Il lui dit cependant que, si elle veut qu'il sauve l'enfant, elle doit lui prouver pourquoi il devrait le faire. Elle lui rappelle qu'elle est en train de mourir. Elle ne peut pas lui prouver que cela en vaut la peine. Cependant, elle est certaine que l'enfant prouvera sa valeur lorsqu'il sera grand. Sur ces mots, elle rend l'âme. Il ramasse l'enfant. Il n'est pas convaincu, mais puisqu'elle affirme que l'enfant prouvera sa valeur et qu'il ne lui faut pas beaucoup de temps pour observer la croissance d'un humain, il décide de le surveiller et de voir ce qu'il deviendra. Pendant ce temps, dans ce royaume immense, il existe 5 races humaines dans ce monde. Il y a les Dun, qui sont les plus nombreux, les Orgites, très courageux, avec des cornes sur la tête. Viennent ensuite les Slaydun, fondamentalement introvertis, qui n'aiment pas communiquer avec les autres races. Puis les Benti, qui ressemblent fortement à des bandits démoniaques, mais sont extrêmement puissants. Enfin, les Haidniens, qui ressemblent beaucoup aux humains et représentent la plus petite des 5 races. Comme on peut s'y attendre, ils sont aussi la race la plus sage, avec la capacité de fabriquer des armes à partir d'arcanocytes. Cependant, seule la famille royale détient la technique secrète permettant de le faire, puisque leur sagesse est tout ce qu'ils ont à offrir. Ils avaient vendu ces armes à la race des Dun. Ces transactions ont fini par entraîner les 2 races dans des aventures de développement d'intrigues communes, donnant naissance à des métis. Même avec cela, il reste très peu de véritables Haideniens de sang pur. En dehors de l'immense royaume qu'habitent ces races, il existe des bêtes sombres à l'apparence sauvage, avec 9 queues, semblables à Kurama dans Naruto. Pendant ce temps, quelque part dans les profondeurs des montagnes Luna, l'immense bête à 9 queues, Clévatès, repousse quelques créatures plus petites qui s'apprêtaient à dévorer le bébé. Effrayé, le bébé se met à pleurer, et Clévatès s'inquiète que l'enfant atteigne bientôt sa date de péremption. Il s'enroule autour de lui et se demande comment faire taire cette petite bouche criarde. Un instant, il pose le bout d'une de ses griffes sur la tête du bébé, qui s'endort aussitôt. En regardant le bébé, Clévatès imagine qu'il ne tardera pas à lâcher une bombe fécale. Comme prévu, peu de temps après, l'enfant se réveille et recommence à pleurer. Cela l'agace profondément, mais il prend le bébé et part à la recherche d'une solution. La seule solution qu'il trouve est de jeter l'enfant dans un puits. Calme-toi, ce n'est pas le genre de puits auquel tu penses. Il est simplement rempli d'insectes. Eh bien, pas des insectes dangereux, mais ceux qui se nourrissent de déjections. Pendant que les insectes savourent leur repas, Clévatès révèle sa croyance stupide selon laquelle les humains grandissent en quelques nuits. Il se rappelle l'endroit où il avait trouvé l'enfant, mais il n'a absolument aucune idée de qui il estimate. Il blâme sa bonté pour être revenu sur ses pas afin de ramasser l'enfant, mais assez de regrets. Que devrait-il faire avec cet enfant? Heureusement, sa fierté en tant que seigneur des bêtes sombres l'empêche de penser à l'abandonner, et il est déterminé à l'élever. Cependant, il ne peut pas le faire seul, car l'enfant doit se nourrir, et il ne sait absolument rien du fonctionnement des humains.
En observant les corps sans vie qu'il venait tout juste d'acquérir, il choisit une femme nommée Alicia pour la ramener à la vie. Apparemment, son père avait été tué par des bêtes sombres, et dans une passion vengeresse mal dirigée, elle avait conduit une armée pour attaquer le seigneur des bêtes sombres. Cela n'a abouti qu'à des larmes. Toutefois, elle a heureusement une seconde chance de vivre. À sa résurrection, elle tente d'attaquer Clévatès, mais se rend compte que son épée, ainsi que tous les corps de SS camarades, ont été jetés. Il déclare fièrement qu'il l'a ramenée à la vie grâce à ses pouvoirs obscurs, ce qui fait d'elle rien d'autre qu'une morte vivante. Elle ressemble à une jolie zombie. En entendant cela, elle reste bouche bée, la bouche grande ouverte. Elle se demande comment il peut parler aussi couramment la langue des humains, mais elle est tout de même un peu satisfaite d'être la seule survivante. Pas tout à fait. À ce moment-là, Clévatès lui ordonne de révéler ses oranges. En entendant cela, elle prend la mouche et s'indigne des avances du seigneur des bêtes sombres. Cependant, avant que ses pensées mal placées ne prennent le dessus, il l'informe de l'existence du bébé affamé et lui ordonne d'enlever son armure et de sortir ses oranges immédiatement. Puisqu'il avait infusé un peu de magie noire en elle, elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Lentement, à contre-cœur, elle soulève son haut et finit par faire ce qu'on lui a ordonné. Après avoir obéi à regret, il est choqué de découvrir qu'elle n'a pas de lait. Rien d'étonnant venant d'une guerrière qui n'a jamais fait de sport maternel. Juste pour qu'il comprenne, elle éduque Clévatès sur le fait qu'une femme doit avoir donné naissance pour produire du lait. La honte d'avoir exposé ses oranges la remplit d'embarras, et elle le supplie de la tuer, mais il ignore ses suppliques. Alors que les deux continuent à discuter, le bébé recommence à pleurer. Au lieu de chercher une solution, il s'engage dans des bavardages inutiles sur la manière dont il a trouvé ce bébé humain. Fatigué de ces discussions futiles, Clévatès insiste pour qu'elle trouve une solution à la fin de l'enfant. Même si elle n'a aucune idée de comment élever un enfant, elle est contrainte de lui révéler qu'il faudrait une femme ayant du lait pour nourrir le bébé. Une question se pose alors. Comment en trouver une ? Pour y répondre, Alicia lui révèle qu'il faudrait en engager une, mais qu'il leur faudrait de l'argent pour cela. Complètement fauché, Clévatès n'a pas un sou, mais avec l'abondance d'arcanocytes dans la grotte, il pourrait amasser une petite fortune. Elon Musk devrait en prendre de la graine. Alors qu'il réfléchit à cette possibilité, Alicia envisage de l'attaquer, mais comme elle n'a pas son épée, elle n'a d'autre choix que de rester immobile. Après un court moment de réflexion, Clévatès accepte l'idée d'aller chercher une femme avec du lait pour nourrir le bébé. Il s'apprête à sortir lorsqu'elle l'informe qu'il est impossible d'aller en ville sous sa forme actuelle. Vu sa taille impressionnante, il ne ferait qu'effrayer tous ceux qu'il croiserait. Dans un premier temps, elle propose d'emmener elle-même le bébé en ville afin de lui trouver une mère. Cependant, Clévatès n'envisage pas cette option, car il ne veut pas que le bébé s'éloigne de lui. À la place, il se transforme en un garçon humain. Aussi convaincant que soit son déguisement, ses 9 queues continuaient de remuer derrière lui. Avec une petite corne sur la tête, il finit par rétracter les queues dans une ouverture ombragée sous lui. Malgré cela, la corne reste visible, mais il ne semble pas en avoir conscience, et Alicia décide de garder le silence. Avant de partir, il pense à un nom pour lui-même et pour l'enfant. Il choisit Clène pour lui et Luna pour le bébé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pense à lui demander son nom, et elle le lui révèle. Ensuite, il se dirige vers une petite rivière. À leur arrivée, Alicia prend la responsabilité de laver le bébé. Pendant qu'elle s'en occupe, elle est interrompue par Clène, mais elle continue, jusqu'à recevoir un peu d'urine en plein visage comme récompense. Clène critique à peu près tout ce qu'elle fait, comme une belle-mère agaçante. De la manière dont elle lave le bébé, à la façon dont elle l'enveloppe, en passant par les zones qu'elle devrait mieux nettoyer. Après avoir nettoyé le bébé, il est tout excité. Cependant, Clène affirme que les insectes mangeurs de crottes faisaient un meilleur travail de nettoyage qu'Alicia. Les deux arrivent au campement d'Alicia et le trouvent vide. Mais elle lui révèle qu'ils avaient entreposé tous leurs objets de valeur dans un autre endroit. Avant qu'il ne s'y rende, Clène lui ordonne de prendre un bain, car elle empestait comme une candidate au record Guinness du plus grand nombre de jours sans se laver. Il lui tend aussi les vêtements ayant servi à envelopper le bébé pour les laver, et pendant qu'elle le fait, elle découvre qu'il porte l'emblème de la famille royale idonienne. Immédiatement,
Elle comprend que cet enfant est un membre de la royauté. Pendant ce temps, dans les décombres du château, un soldat accourt à la recherche de survivants, mais reste stupéfait face à l'étendue des dégâts causés par le Seigneur des Ténèbres. Cette vision lui rappelle le plan de la princesse héritière qui avait tenté de fuir le royaume avec son enfant avant le carnage. Il blâme la folie du roi pour la destruction du royaume, mais garde l'espoir de trouver au moins un survivant. D'un autre côté, le général Drell et certains de ses hommes observent ce qu'il reste du royaume des Aïdeniens. Il ordonne à l'un de ses soldats d'informer l'empereur de la situation, avertissant que s'ils n'agissent pas rapidement pour s'emparer des terres ideniennes, une autre race le fera. Sa principale motivation à prendre Hayden réside dans le secret de la fabrication de l'arcanocyte que seule la famille royale idenienne détient. Alors qu'il retourne rassembler ses troupes, il donne l'instruction à son second, Maynard, de chercher d'éventuels survivants de sang royal et de s'assurer de les lui ramener. Ailleurs, Alicia confronte Clene avec le tissu marqué de l'emblème et l'accuse d'avoir kidnappé un enfant de sang royal. En entendant cela, Clene est aussi surpris que choqué. Il révèle qu'il a reçu l'enfant de quelqu'un qui avait exactement la même apparence humaine que celle qu'il a choisie. Même si Alicia est persuadée qu'il ment, il la fait taire sans ménagement et lui révèle qu'il avait tué le roi parce que ce dernier l'avait attaqué en premier. Cependant, il s'attend à ce que beaucoup de personnes cherchent à retrouver l'enfant pour s'emparer du secret de l'arcanocyte. Ravi d'apprendre que l'enfant est de sang royal, il est déterminé à en faire un roi, espérant ainsi pouvoir dicter les choses dans l'ombre. Le fait qu'il considère l'enfant comme son serviteur effraie Alicia, qui l'observe avec appréhension. En entendant cela, elle se demande si elle n'a pas empiré la situation en révélant l'identité de l'enfant. Pendant ce temps, Clene insiste pour qu'il se dépêche de trouver une femme ayant du lait, afin de remplir le ventre de l'enfant. Alors qu'ils partent, Alicia essaie de se rassurer en se disant qu'il serait impossible que les humains acceptent Clene avec la corne qu'il a sur la tête. Cependant, elle oublie que les Orgites ont bien qu'elle soit convaincue que les humains finiront par découvrir qui est Clene et déjoueront ses plans avant même qu'ils ne commencent. D'un autre côté, elle a pris conscience de l'obsession que Clene nourrit pour Luna, et elle croit que la mort ou la disparition de Luna pourrait entraîner la ruine de toute la race humaine. Avec cela en tête, elle fait de sa nouvelle mission de s'assurer qu'aucun mal n'arrive à Luna. En chemin, quelques bandits attaquent et frappent Clene à la tête. Au début, quand Alicia réalise qu'il ne s'agit que de bandits, elle pense qu'ils seront une proie facile pour le puissant seigneur des bêtes sombres. Malheureusement, Clene tombe au sol après avoir été frappée et commence même à saigner abondamment. En voyant cela, Alicia hurle comme une petite fille, puis elle reçoit un coup à l'arrière de la tête, ce qui la fait perdre connaissance. Elle est choquée que, malgré la puissance obscure de Clévatès en elle, elle soit aussi faible. Un peu plus tard, Alicia se réveille avec la sensation d'être entourée de ses soldats en route pour attaquer Clévatès. Avant qu'elle ne se laisse aller à rêver, Glenn ordonne à la folle de se réveiller. À ce moment-là, elle revient à la réalité. Ils ont été capturés par les bandits, mais Glenn lui annonce cela avec un sourire aux lèvres. Alicia se demande comment ce gamin peut rester aussi calme dans une situation pareille, mais il lui répond simplement qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Luna va bien, même si elle pleurait encore à l'instant. Toujours confuse, Alicia lui demande comment Clévatis a pu tomber ainsi après un seul coup. Le garçon avoue que cela l'a surpris lui aussi. Il ne s'attendait pas à ce que ce corps maigre, à la peau si fine, soit aussi fragile. Puis Alicia veut savoir pourquoi Clene ne s'échappe pas simplement. Il explique que maintenant qu'il est humain, il doit cacher sa véritable nature jusqu'à ce que Luna monte sur le trône. Et puis, il veut découvrir par lui-même cette facette du monde des humains. Apparemment, tous ceux qui se trouvent dans cette charrette ont été enlevés, tout comme eux, et le garçon est bien décidé à comprendre pourquoi. Alicia lui dit que les hommes qui les ont attaqués sont des bandits des montagnes, et que puisque les prisonniers sont encore en vie, c'est probablement pour les vendre comme esclaves. Clene demande à quel point ces bandits sont forts. Alicia répond qu'ils ne sont pas particulièrement redoutables, pas plus que n'importe quel adulte ordinaire, mais que le vrai problème, c'est qu'ils sont prêts à tout, à employer les pires coups bas pour éviter de perdre. En résumé, ce sont des ordures, et Clene ne devrait pas les prendre comme référence pour juger l'humanité.
Après un long voyage, la caravane arrive au bord d'un immense gouffre au milieu de la forêt. Les bandits déverrouillent les chaînes et séparent les prisonniers, les hommes et les personnes âgées d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Soudain, l'un des prisonniers tente de s'enfuir, mais un bandit lui lance un couteau dans le dos, mettant fin à sa tentative sur le champ. Une fois cela fait, ceux qui semblent être leurs chefs s'avancent et annoncent qu'ils sont les corbeaux et que quiconque sort des rangs sera éliminé sans sommation. À peine a-t-il terminé son discours qu'il repère Alicia et l'emmène dans un bâtiment à part. Devant la porte d'une autre maison, une femme ordonne à Clem d'entrer. Lorsqu'elle remarque un bébé dans les bras du garçon, elle appelle une fille nommée Nell. Pauvre Nell, toujours aussi maladroite, entre précipitamment et tombe par terre. Elle s'excuse aussitôt auprès de Donna Carm, mais la femme l'ignore et lui dit de s'occuper à la fois du bébé et du garçon. En posant les yeux sur Luna, Nell ne peut s'empêcher d'être charmée. Au fond du gouffre, sous une épaisse couche d'eau, repose une épée magique, et peut-être aussi d'autres créatures tapies dans ce monde submergé. Pendant ce temps, le bandit emmène Alicia auprès d'un homme nommé Vroko. À peine est-il appelé par ce nom qu'il corrige son interlocuteur. Désormais, il ne veut être appelé que le boss. Zazak est mort depuis longtemps, c'est donc lui qui commande à présent. Un autre bandit se plaint qu'il a pris cette décision tout seul, mais Vroko le rassure qu'il saura convaincre tous ceux qui ne sont pas d'accord, grâce à son petit monstre préféré Betty. Lorsque Alicia aperçoit la créature de ses propres yeux, un terrible troll venu de l'Ouest, elle ne peut s'empêcher de se demander comment quelqu'un a pu dompter un monstre pareil. Vroko attrape le sac qu'Alicia portait et découvre qu'il contient des minerais de la montagne de la Lune, un lieu protégé par Cliftes. Le chef se souvient alors de cette histoire récente. Le roi d'Aiden avait confié des regalias à 13 héros et les avait envoyés vaincre le grand roi des bêtes noires. Mais apparemment, ils ont échoué. Il se disait même que l'un des héros était une femme. Vroko fait remarquer que du minerai magique aussi pur n'apparaît jamais près des humains, laissant entendre qu'Alicia en sait beaucoup plus qu'elle ne le montre. Il commente aussi sa carrure impressionnante. Elle ne s'est même pas urinée dessus en voyant Betty. Il en déduit qu'elle est peut-être vraiment l'un des héros envoyés à la montagne de la Lune. Au passage, il mentionne que la cité de Hydrate a été détruite par Clevetes, ce qui, du point de vue des corbeaux, est une excellente nouvelle. Sur ces mots, Vroko dégaine son arme et la pointe vers Alicia. Elle reste figée, choquée à la vue de la lame rougeâtre. Vroko confirme que c'est de l'acier royal, du monohydrite, que seule la famille royale peut forger. Plus le rouge est intense, plus le métal est pur. Cependant, il admet que son arme est fausse. Après tout, leur commerce ne se limite pas aux êtres humains. Les épées magiques rapportent une fortune, et les idiots qui les achètent ne voient jamais la différence. De toute façon, d'après ce qu'il a entendu, tous les membres de la famille royale sont morts dans le château lors de l'attaque des bêtes. Alors, s'il n'y a plus de monohydrite depuis la chute d'Hydrate, la valeur de ces armes magiques va exploser, tout comme les regalias et les lames pures forgées par les anciens rois. Si les choses continuent ainsi, Vroko et ses corbeaux deviendront immensément riches. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont trouvé comment stocker les regalias. Une technique complexe qui ne peut se faire que de deux façons. Être reconnu comme héros par le roi, ou bien prendre le regalia à un héros. Évidemment, le volume est bien plus simple. Surtout que la plupart de ces guerriers choisis meurent dans les guerres au pays des bêtes. Certes, c'est difficile d'atteindre ces contrées dangereuses. Mais c'est précisément pour cela que le ciel vient d'envoyer une héroïne au corbeau, à ce moment le plus opportun. Vroko demande ce qu'est devenu le regalia d'Alicia, mais elle ne répond rien. Il insiste, affirmant qu'elle a dû le laisser tomber en fuyant Clem, tout comme les 12 autres sans doute. Quoi qu'il en soit, le chef ordonne à Dagarn et Sachai de l'emmener demain pour récupérer son regalia. Dagarn demande si, étant donné qu'elle est vraiment une héroïne, elle ne devrait pas y aller elle-même. Vroko maudit le chauve, expliquant qu'Alicia connaît l'emplacement des 13 armes, et tant qu'elle ne les a pas toutes rapportées au corbeau, elle ne peut pas être tuée. Enfin, il leur dit de partir avec la fille, et que si elle résiste, ils peuvent l'épuiser comme bon leur semble. Les sbires, ravis à cette idée, traînent Alicia dehors, lui promettant de bien s'occuper d'elle. Pendant ce temps, Clem est coincé à travailler dans une taverne remplie de bandits ivres.
Dans un coin près de la cheminée, Nell allaite Luna, son tout premier travail en tant que nourrice. Lorsqu'un client entre en criant pour qu'on lui apporte plus à boire, Nell laisse Luna derrière elle pour aller servir, constamment maltraitée et rabaissée par tout le monde. Un autre client demande à Clem de lui apporter plus de viande. Alors le garçon fait le tour de la salle, servant tous ceux qui montrent un intérêt pour la nourriture. Le client qui draguait Carm commente que ce gamin est une vraie trouvaille, obéissant et tout, mais la femme avoue que ce garçon lui donne la chair de poule. Avec ses cornes, il a probablement du sang d'orque, mais sa peau est blanche comme la neige et ses yeux sont vraiment étranges. Pendant ce temps, Nell transporte d'autres boissons dans la salle, quand un client étend volontairement sa jambe sur son passage, la faisant trébucher et briser les cruches. Comme si cela ne suffisait pas, les hommes à l'origine de la farce la blâment et la traitent encore plus durement, tandis que Clem regarde froidement les deux hommes traîner la jeune fille dehors. En entendant les autres clients parler, Clem comprend que Père va rendre la vie de Nell encore plus misérable. Et en effet, dehors, les hommes frappent le postérieur de la jeune fille pour la punir. Quand ils en ont fini avec elle, ils la laissent derrière eux. Malgré ce qu'elle vient de subir, elle ravale ses larmes et retourne voir Luna. Pendant ce temps, les deux hommes rentrent dans la taverne en se moquant de Nell, disant qu'elle est aussi laide qu'une vache. Soudain, les deux hommes commencent à chanceler, crachent du sang, s'effondrent, puis sont engloutis par l'ombre de Clem. Une fois cela fait, la bête félicite la nourrice pour sa magnifique poitrine et lui propose de discuter un peu. Plus tard, alors que Nell allaite Luna, on lui demande de parler de son passé. Elle avoue qu'elle fait en réalité partie de cette bande de voleurs. Elle est née ici et a toujours été une corbeau. Nell n'a jamais connu son père. Elle avait une mère, mais ne l'a jamais vue que de dos. Elle ne se souvient même plus de son visage. Vu la manière dont sa mère était traitée, elle devait sans doute être esclave, elle aussi. Et Nell assistait souvent de loin aux choses horribles qu'on lui faisait subir. Sa mère a disparu lorsqu'elle avait 12 ans, et la jeune fille n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Tout. Ce que Nell sait, c'est qu'après ça, toute la violence s'est abattue sur elle. Elle a été battue si violemment qu'elle a perdu presque toutes ses dents. Aujourd'hui, elle n'entend plus que d'une oreille. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a compris combien sa mère l'avait protégée. Et à quel prix. Dès lors, Nell a vécu comme un animal. Les choses se sont un peu améliorées lorsque Madame Carm est arrivée et lui a donné des conseils sur comment survivre auprès des hommes. Leur accorder juste assez d'attention pour les satisfaire, afin qu'ils la laissent tranquille. Bien sûr, Nell sait qu'elle ne sera jamais comme Madame Carm, mais sa vie est bien meilleure qu'avant, et elle a trouvé une manière d'être utile. Elle produit beaucoup de lait, alors elle peut toujours nourrir les petits. Clem avait entendu dire que seules les femmes ayant accouché peuvent produire du lait, alors il lui demande où est son bébé. À cela, Nell baisse la tête et explique que son enfant est né mort. Elle sentait le bébé bouger en elle, mais lorsqu'il est né, il n'a pas crié, et Nell se blâme encore pour cela. Quand elle a senti ce petit corps devenir froid, tout son monde s'est écroulé. Honnêtement, elle n'aurait pas eu le moindre regret à mourir sur le champ. Au moins, elle aurait pu retrouver son fils dans l'au-delà. Mais lorsqu'elle a repris connaissance, Nell a senti quelque chose de chaud sur elle. En rouvrant les yeux, elle a découvert un bébé, âgé d'environ 6 mois, accroché à son sein, un enfant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le petit garçon avait désespérément besoin de lait, et en voyant ce besoin, Nell a décidé de s'accrocher, ne serait-ce que pour le réconforter. Un autre jour, un autre enfant est apparu. Mais d'où il venait et où ils sont repartis, Nell n'en a aucune idée. Par la suite, Nell a dû donner naissance à un deuxième, puis un troisième enfant mort-né. Même ainsi, Nell devait continuer. Il y avait encore des enfants comme Luna qui avaient besoin de son lait. Elle voulait offrir à ses bébés une chance d'être heureux, puisque le sien n'avait jamais eu cette opportunité. Après avoir entendu tout cela, Clem tend la main et lui dit qu'il veut l'engager comme nourrice de Luna, même s'il ne fait pas confiance aux gens. Il voit une véritable bonté en elle, et plus important encore, Luna l'apprécie clairement. Alors Clem lui fait une proposition finale. Soit elle vient avec lui et nourrit Luna, soit elle reste ici à servir de punching ball au corbeau pour le reste de sa vie. Face à cela, Nell admet que la tentation est grande, mais elle doit refuser. Clem est encore un esclave, et elle doit s'occuper des enfants à venir. Du côté d'Alicia, en route vers la montagne de la Lune,
Elle est portée jusqu'à un pont par Dagarn et Sachaï. Avant même qu'elle n'envisage de sauter, ils la préviennent. Si elle le fait, elle n'atterrira pas dans le lac. La chute forme un entonnoir, et il est bien plus probable qu'elle finisse écrasée sur les rochers en contrebas. Alicia regarde vers le bas et réalise que cet endroit est en réalité une mine de minerais magiques. Elle connaît probablement cet endroit mieux qu'elle ne le croyait. Elle observe les environs et remarque un homme avec une corde se dirigeant vers le bord d'un petit quai. Dagarn rit en voyant encore un autre idiot sans espoir, tandis que Sachaï explique que cela est lié à la légende du héros cordoir. C'est justement ce à quoi pensait Alicia. C'était le site de la dernière expédition de Cordoir, le puits de la mine d'Elbe. L'homme à la corde appelle les hommes derrière lui pour qu'ils tiennent leur promesse, tandis que sa femme, désespérée, lui souhaite bonne chance. Puis l'homme saute dans l'eau et Alicia est horrifiée. Si la légende est vraie, il y a quelque chose là-dessous. Sachaï confirme ses craintes, expliquant que les mêmes créatures qui ont tué Cordoir sont encore dans l'eau. Et comme pour lui donner raison, une bête aquatique fait surface, tenant dans ses mâchoires sa proie, l'homme qui venait tout juste de tenter sa chance et d'y perdre la vie. 2 autres créatures émergent, se disputant la chair, pendant que la femme de l'homme hurle de terreur. Alicia frissonne, glacée d'effroi, devant une telle brutalité. 6 bêtes aquatiques, appelées les Arvensis, sont arrivées avec les eaux il y a 3 siècles, forçant les mineurs à abandonner ce puits. Même Cordoir, le plus grand héros de son époque, n'avait pas réussi à vaincre ces monstres terrifiants. Et à l'époque, il y avait encore un sol ferme sur lequel se battre. Le regalia de Cordoir, appelé le diviseur de courant astérisque, tire son nom d'une légende selon laquelle il aurait un jour fendu une cascade en 2 sous les yeux du roi. C'est cette arme que les prétendants espèrent retrouver en se jetant dans l'eau. Sachaï ignorait même que cette épée avait un nom. Il demande alors si l'arme d'Alicia en a un aussi, mais elle refuse de révéler son nom à un vaurien comme lui. D'après elle, même s'ils avaient été promis la liberté à l'homme qui a sauté dans le puits, il n'y avait même pas de corde pour remonter. Autrement dit, personne n'avait jamais eu l'intention de le laisser vivre. Une ruse digne de misérables bons à rien comme les corbeaux. En entendant cela, Dagarn fait remarquer qu'Alicia ne semble pas avoir bien saisi sa situation actuelle. 6 mains sont liées, de lourdes boules de fer enchaînées à ses pieds, et elle se tient sur un pont de cordes instable. Et de l'autre côté du pont, une foule d'hommes impatients de faire hurler la demoiselle comme un cochon. À ce moment-là, le plus dérangé d'entre eux ne tient plus en place et bondit sur sa proie, faisant dangereusement tanguer le pont. Sachaï hurle à Pytho de faire attention, mais, étant aveugle, le fou lui répond simplement qu'il n'a pas peur du vide. En fait, il peut percevoir énormément de choses par l'odorat et l'ouïe. Il suit chacun des mouvements de la fille. L'odeur d'une femme, les battements de son cœur, tout cela lui indique qu'elle est tendue, et cela l'excite encore plus. Pour commencer, Pytho prévoit de découper les vêtements d'Alicia et de l'exhiber nue devant tout le monde. Mais à ce moment précis, l'héroïne prend la parole. « Qui aurait cru qu'un jour, je serais reconnaissante envers ma malédiction ?» Sur ces mots, elle se démet les épaules pour ramener ses bras vers l'avant et attaque Pytho. Dans le chaos, ses couteaux tranchent accidentellement l'une des cordes du pont, entraînant leur chute à tous les 2. Et comme l'avait prévenu Dagarn, ils ne tombent pas dans l'eau. À la place, ils s'écrasent sur les rochers en contrebas, leur corps